Bonjour, heureux de vous retrouver en ce jeudi matin. Aujourd'hui, avec nous dans le studio de freedom.fr, nous accueillons Nassima Dindar, Madame la sénatrice. Bonjour. Bonjour Yvon Rouge. Alors, faut-il encore présenter Nassima Dindar? Je veux dire, ce serait presque vous faire offense que de se livrer à ce genre d'exercice. Mais bon, je me lance quand même, très rapidement. Donc, Nassima Dindar, qui est avec nous ce matin, qui est encore toute jeune, qui a 59 ans, et qui est née à Saint-Louis, qui a grandi un peu dans l'Est aussi, je crois, hein, Saint-Louis, et bon, qui a été prof de français, mais qui s'est engagée après très rapidement en politique. Aujourd'hui, vous êtes sénatrice, vous avez été conseillère générale à l'époque, Oui. voilà, et après vous êtes devenue présidente du Conseil général de 2004 à 2017, c'est quasiment 14 ans, puisque vous avez passé le flambeau en décembre 2017, et vous avez été conseillère régionale, vous avez occupé pas mal de postes, vous êtes présidente de la droite sociale aussi. Non, membre du Conseil. Membre du Conseil, voilà, droite sociale. Et voilà. Donc, qui ne connaît pas Nassima Dindar? Mais avant d'aborder un petit peu toutes les facettes politiques de votre carrière, de parler du Sénat, je veux vous poser une question qui est vraiment d'actualité, d'accord? Et vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que vous serez candidate au municipal de Saint-Denis en mars 2020? Je serai présente au municipal de mars 2020 sur le chef-lieu, donc cette élection, comme j'ai été présente pendant de nombreuses années à des élections, puisque en 2001 j'ai été élue sur la liste de René-Paul Victoria, je l'ai été après dans l'opposition, je me suis présentée 2 fois aux législatives sur cette circonscription et je suis depuis 2001 conseillère départementale du canton de Saint-Denis. Et donc, ça se prend du centre-ville, voilà, centre-ville, oui. bas de la rivière, Petite-Île et maintenant avec la montagne, hein, donc qui est un gros canton. Oui, je serai présente dans ces élections. D'accord, présente donc candidate, c'est confirmé, c'est officiel, voilà. Je serai ou sur la liste d'Ibrahim Dindar, en tous les cas nous serons ensemble, puisque... Ah, ça c'est pas encore tout à fait tête de liste ou sur la liste voilà, d'Ibrahim Dindar. disons que la configuration première était qu'Ibrahim Dindar soit lui-même candidat, et puis depuis 6 mois, il est sur le terrain, il fait campagne, on lui dit et pourquoi pas Nassima, et pourquoi ne pas former une vraie équipe, et donc voilà, l'idée. Je crois qu'il y a eu un sondage aussi qui a été lancé un petit peu par la droite sociale ici, pour savoir qui de vous ou d'Ibrahim Dindar serait mieux placé pour conduire une liste. Ça a donné quoi? Les résultats font que je suis le mieux placé et je suis en train de créer les conditions avec Ibrahim Dindar pour constituer la meilleure liste possible, c'est-à-dire celle qui va unir des compétences pour porter un projet pour un Saint-Denis en l'air. D'accord, mais alors préparer une liste avec Nassima Dindar, mais avec Ibrahim Dindar, pardon, mais pas seulement, je suppose, parce que j'ai cru comprendre également que ce serait une liste de droite, du centre, de la droite unie, et peut-être même ouverte à d'autres partis politiques. Est-ce que vous confirmez? Yvon Rouge, pour parler très franchement, je vais vous donner le fond de ma pensée. Oui. Moi, je ne crois plus du tout dans les partis politiques entre la droite et la gauche. Ça ne veut plus rien dire véritablement. D'ailleurs, En Marche a fait aussi exploser, j'ai envie de dire, les deux gros ballons. Je crois beaucoup plus, et c'est ce que les électeurs nous disent, au projet et à quelques principes. Et c'est avec ces 2 piliers-là que je souhaiterais, moi, avec d'autres, former une équipe, une alliance de compétences pour porter un projet cohérent pour cette grande ville qu'est Saint-Denis, la capitale de l'outre-mer. Et donc moi je crois beaucoup à ça. D'ailleurs, si vous lisez bien, les abstentionnistes nous montrent de plus en plus, et les résultats parfois des seconds tours où les reports de voix ne se font pas, les électeurs nous montrent bien que ce sont plus les projets et les principes qui font des élections, qui font une équipe gagnante, et non plus les traditionnels partis où la droite s'oppose au camp de la gauche. Quelle ville pourrait se construire demain sans idée progressiste, sans se mettre en phase avec la vie telle qu'elle se vit par les jeunes comme les moins jeunes?
Et donc, je crois beaucoup plus au projet et à ces valeurs-là. Une liste, par exemple, qui soit un petit peu à l'instar des majorités que vous avez présidées au Conseil général, c'est-à-dire arc-en-ciel, enfin certains diront sans brocal, mais un mélange un peu de toute bonne volonté quoi, et de toutes les compétences, c'est ça? Oui, non seulement je crois cela nécessaire, utile pour la ville de demain, mais je le crois véritablement utile pour la Réunion de demain. Je crois qu'il faut unir aujourd'hui les forces, quels que soient les clivages ou les camps, pour porter une vision qui nous amène la Réunion française, européenne, dans sa zone océan Indien, pour la vision des 20 prochaines années. Et je pense que le président de la République, qui sera sur nos terres bientôt, attend également de nous que nous puissions définir quel est le projet de développement économique. Nous sommes une île obligée à la circularité. Nous sommes une île dans un espace india-océanique. Nous sommes obligés à penser l'avenir et notre commerce, nos échanges avec les pays de la zone et les grands continents qui nous lient via nos histoires d'origine, l'histoire du peuplement, à l'Inde, à la Chine, mais aussi à l'Afrique. Pas seulement Nord-Sud, Europe et la Réunion ex-colonie. Et nous sommes également un département pilote avec une jeunesse, avec une identité, pas seulement du vivre ensemble, mais où des interculturalités se rassemblent pour donner l'identité créole telle que nous la vivons, c'est-à-dire la France en mieux. Et donc, moi, je crois beaucoup à cela. Oui, si vous me permettez, Madame la Sénatrice, je reste toujours un peu sur Saint-Denis, parce que les municipales, vous savez, on revient à Saint-Denis, mais vous êtes quand même consciente que si, pour battre Gilbert Annette, même si vous dites qu'il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, etc., Gilbert Annette reste un homme de gauche, socialiste, bon, à un moment donné, il était un peu en marche, mais il reste un homme de gauche, que pour battre quelqu'un comme Gilbert Annette, qui est maire de Saint-Denis, il faut, au-delà de l'ouverture d'une liste, de tout ça, mais il faut quand même une droite unie, il faut que déjà la droite recolle les morceaux. Cette plateforme qui a volé en éclats, vous vous rappelez, c'est en plein vol, donc décembre 2017, il faut qu'il y ait quand même de nouveau une union. Est-ce que vous travaillez dans ce sens? Par exemple, est-ce que vous avez déjà repris contact avec Didier Robert? Non, moi je n'ai pas repris... Dont on dit qu'il serait peut-être candidat aussi. Moi je n'ai pas repris contact avec Didier Robert. Que nous puissions rassembler tous ceux qui se sentent partie prenante d'une élection, d'un projet ou des élections à venir, parce que l'une emmenant peut-être les autres, puisque souvent on pense des élections aussi comme cela, ça ne me gêne absolument pas, ça fait peut-être encore partie de l'ordre des choses, même si ça reste pour moi la vision un peu passéiste, c'est qu'il faut à la fois construire avec cela, et en même temps, pour reprendre un mot de notre président, et en même temps avec une autre façon de faire. Et donc, moi je voudrais qu'il y ait du savoir-faire qui va prendre des compétences des uns et des autres, et de toutes tendances confondues, c'est-à-dire ceux qui se sentent un peu révolutionnaires, des gilets jaunes qui ont dit « Allez, nous voulons un RIC parce que nous voulons être consultés », eh bien, amener à l'intérieur d'un projet, à l'intérieur d'une équipe, la vision que vous avez, partageons-la. De la même façon, j'aimerais pouvoir rassembler sur une liste autant de jeunes, puisque nous avons le devoir de transmission. Nous qui sommes un peu des vieux de la vieille, malgré tout, même si nous sentons encore très jeunes politiquement, mais ça fait quand même 20 ans que les uns et les autres, nous faisons de la politique, mais au sens noble du terme. Et donc, nous avons besoin aujourd'hui de cette alliance, de l'expérience qui nous est donnée par les mandats que nous avons occupés, par les populations que nous avons rencontrées, par aussi l'apprentissage de ce que c'est qu'un dossier. Aujourd'hui, comment se fabrique une loi, pourquoi nous la faisons, est-ce qu'il y en a une qui se superpose aux autres, comment se règlent les grands canaux. Je dis toujours, depuis que je suis au Sénat, qu'un budget qui se vote chaque année, le budget de l'État, ce sont des gros tuyaux et qu'on réajuste tout simplement dans ces tuyaux des mêmes sommes qu'on enlève ici pour remettre là, ou un budget de la sécurité sociale appelé PLFSS,
mais qui, dans la vie au quotidien, sur les 5 branches que ça représente, eh ben, donne une certaine façon pour des publics précaires de vivre ou de mal vivre ou de mieux vivre, et une appréhension de son existence au sein de la société. Quel est le citoyen que nous faisons? Et bien, ce que nous votons à travers un budget, il y a des répercussions dans la vie de tout un chacun. Et donc moi, je crois, pour répondre précisément à votre question, si je suis tête de liste et que je conduis une liste au municipal de Saint-Denis pour mars 2020, et ben, ça sera une liste où vous aurez autant de jeunes que des gens d'expérience, autant de gens sans étiquette que ceux qui viennent de tous les camps, droite comprise, mais gauche également, jusqu'aux Gilets jaunes. D'accord. Mais vous dites si je dois conduire une liste, mais vous le saurez quand? Oh, rapidement, nous sommes en train de le décider, mais nous ne sommes jamais seuls à faire une liste aux élections. Je reste ouverte à tous ceux qui veulent nous rejoindre. Nous continuons à travailler avec des gens qui restent très proches du président de région, puisque vous l'avez cité, mais moi je ne l'ai pas rencontré. D'autres le feront peut-être, mais j'ai rencontré Michel Fontaine, comme j'ai rencontré le président du conseil départemental, Cyril Melchior, voire même d'autres leaders, Jean-Paul Durapollet, Joseph Sinimalé. Voilà, que je rencontre de manière régulière. Je dis toujours, Jean-Paul Durapollet, c'est un ami, c'est toujours avec plaisir que je discute très librement avec Jean-Paul. Bien sûr, mais j'insiste un petit peu sur le délai, pourquoi vous allez comprendre dans la question qui arrive, c'est... Est-ce que vous n'avez pas encore officialisé votre candidature aujourd'hui? Vous allez peut-être le faire dans pas longtemps, mais on dit que Didier Robert pourrait profiter de la présence d'Emmanuel Macron à La Réunion pour annoncer sa candidature. Si Didier Robert annonce sa candidature et vous ne l'avez pas encore fait, ça voudrait dire que vous êtes malgré tout candidate, ou sinon vous allez faire marche arrière pour ne laisser qu'un... la place à un seul candidat de droite? Non, je viens de vous dire que j'ai déjà rencontré plusieurs personnes et je vous ai donné des gens qui viennent d'horizons différents pour conduire une liste avec elle. Et donc, je ne renoncerai pas, si le président de région serait lui-même candidat, je ne renoncerai pas à conduire une liste pour défendre un projet. D'accord. Vous y croyez, vous, à une candidature du président de région à Saint-Denis? Chacun est libre de se présenter ou de ne pas se présenter. J'ai une opinion personnelle, mais je ne veux pas parler à sa place. Je n'aime pas qu'on parle à la mienne, donc voilà, je ne ferai pas de commentaires sur une candidature éventuelle du président de région. Alors, on sait que le président de la République va arriver ici à La Réunion la semaine prochaine, du 23 au 25. Est-ce qu'on peut dire que sur Saint-Denis, il y a un enjeu national? Parce que c'est la plus grande commune de l'Outre-mer, je veux parler toujours des municipales. On sait par exemple que l'UDI à Paris va soutenir Benjamin Griveaux à la mairie de Paris. Est-ce qu'on peut se dire qu'il pourrait y avoir un renvoi d'ascenseur et que tout ce qui est mouvement présidentiel pourrait apporter son soutien à une candidate de la droite sociale, de l'UDI, à Saint-Denis et notamment à Nassima Dindar? Vous avez raison de faire allusion au positionnement de l'UDI, que je représente également, puisque je suis non pas présidente de la droite sociale, mais présidente de l'UDI, de la Fédération réunionnaise. Et l'UDI, via son président Jean-Christophe Lagarde, nous a donné la ligne du rassemblement le plus large possible autour de compétences, en y intégrant des gens d'En Marche, et d'ailleurs en votant souvent à l'Assemblée nationale comme au Sénat les textes de loi quand ils vont dans le bon sens et qu'ils correspondent aux valeurs défendues par l'UDI, qui est un parti pro-européen, un parti très libéral et qui défend les entreprises, petites et moyennes entreprises, et donc que nous puissions retrouver sur la liste que nous allons porter via l'UDI, à qui je demanderai effectivement son soutien, des gens d'En Marche, c'est de l'ordre du probable. En tous les cas, c'est un souhait personnel que moi j'aimerais porter pour effectivement allier sur une grande ville. Je ne dirais pas qu'il y a un enjeu national. Je dis que Saint-Denis est une ville riche, c'est une capitale où peuvent se concentrer
des options de petites et moyennes entreprises, des options commerciales, voire même environnementales, jusqu'à la petite agriculture. Je pense à l'agriculture raisonnée, parce que Saint-Denis est une ville de village avec des quartiers comme la Montagne, la Bretagne, où on trouve encore des agriculteurs. C'est un lieu d'échange où les gens viennent acheter, petits marchés, grands marchés, mais aussi les marchés forains. Et donc, il y a à construire un vrai projet pour y amener de la richesse. Une ville, si vous y amenez des échanges, si vous créez les conditions de l'emploi, vous y amenez obligatoirement de la richesse, et une ville riche peut apporter à ses citoyens des services rendus, et j'ai envie de dire des services de proximité encore plus étroits, plus fortement imbriqués par rapport aux demandes de la population. Saint-Denis est également, si vous me permettez, Yves Montrouge, est une ville urbaine. L'urbanité, il faut la penser. On ne doit pas seulement construire pour loger des gens. Quand on construit un logement social, c'est pour y habiter. Et donc, loger, oui, mais habiter, c'est encore mieux. Et donc, il y a 25 000 logements sociaux à Saint-Denis, sur les 70 000 que compte La Réunion. Nous ne pouvons pas, dans un projet municipal, ne pas, avec les bailleurs sociaux, conventionner, exiger, et avec l'État, puisque effectivement, il y a également, avec les services de l'État, je pense à la Caisse des dépôts, qui est la banque des collectivités, à la SNI qui a racheté des parts de l'État à la SIDR sur Saint-Denis. Il y a véritablement de vrais projets amélioratifs à apporter pour tous ceux qui habitent ces bancs d'immeubles et où les jeunes parfois se trouvent en bas des escaliers en déshérence. D'accord. Alors, on va parler de l'arrivée, enfin de la venue de M. Macron à La Réunion. Qu'est-ce que la conseillère départementale que vous êtes, la sénatrice que vous êtes et la future candidate à la mairie de Saint-Denis que vous serez, qu'est-ce que vous attendez concrètement de la visite du président Macron à La Réunion? Est-ce que vous allez lui parler de l'emploi local, du logement, du pouvoir d'achat, de la lutte contre la vie chère, de la lutte contre le monopole, par exemple? Vous avez préparé vos dossiers déjà? Qu'un président de la République à mi-mandat fasse ce déplacement pour La Réunion, c'est une très bonne chose. Je crois en premier que le président Emmanuel Macron, il l'a dit à plusieurs reprises, attend des élus réunionnais d'un quelconque territoire qu'ils proposent eux-mêmes des solutions aux enjeux du territoire et pour la population qui y vit, du futur à construire avec lui. Alors, vous avez énuméré un certain nombre de grands défis à relever. Je dirais que le premier défi est celui des conditions de l'emploi pour faire face au taux de chômage très important que nous avons à La Réunion et qui touche et les familles aujourd'hui et les jeunes. C'est endémique. C'est endémique. Pourquoi? Parce que nous savons que sur les 10 000 jeunes qui sortent du circuit scolaire ou les 8 000 qui arrivent sur le marché de l'emploi, même si nous avons une croissance, passée de 3 à 1, et quelques, pas suffisant ça n'est pas suffisant pour absorber l'ensemble de ceux qui sont en âge de travailler. Alors il y a la solution de la mobilité, mais nous ne pouvons pas obliger tous nos jeunes à partir et à quitter leur île. Certains peuvent le vivre comme un exil, comme certains peuvent le vivre aussi comme quelque chose de passionnant et une étape valorisante dans leur vie d'homme ou de femme de demain. Donc il faut bien pouvoir créer les conditions de l'emploi pérenne sur un territoire. Je vous parlais des logements sociaux. Si un président de la République peut créer des conditions de la défiscalisation qui aille au-delà de la défiscalisation du logement social, c'est une des pistes que moi je préconise, mais qui va aller au-delà sur tout ce qui touche la construction inclusive. C'est-à-dire nous ne pouvons pas seulement construire des maisons, des immeubles, des appartements, mais tout l'environnement créé autour de ces immeubles pour y accueillir une population. Les personnes âgées, les maisons de l'accueil familial pour que nos grands ne soient pas seulement vieillis en EHPAD,
même si nous savons qu'il va y avoir un plan pour des places en EHPAD sur le plan national qui sera voté dans la prochaine loi sur la sécurité sociale dès la fin de l'année. Donc moi je souhaite, j'ai une maman qui a 90 ans, elle n'a pas envie de mourir en EHPAD. Et donc créer des conditions de l'accueil de ces personnes âgées et créer les conditions de l'emploi. Parce que quand vous donnez un agrément à un accueillant familial, vous lui créez les conditions de son propre emploi. Et les femmes réunionnaises, comme les hommes, sont nombreux à avoir élevé des enfants, occupent un vieux monde, tout ça nous laisse faire, nous crée au bas même des immeubles des conditions d'un emploi. Mais en aidant les chefs d'entreprise à apporter de la défiscalisation ou en termes de charges pour les exonérisations fiscales et sociales. Ça a été fait déjà, mais ça n'arrive pas pour autant. Non, ça n'a pas été fait dans sa globalité. Ouais. Nous sommes toujours restés sur construire. Il faut aller au-delà. Et quand vous parlez des monopoles, oui, bien sûr qu'il faut lutter contre les monopoles ou les oligopoles sur des petits territoires comme les nôtres. Mais nous ne pouvons plus nous suffire des très petites entreprises à La Réunion. Nous n'avons plus de moyennes entreprises. Et donc, est-ce qu'il faut s'alarmer quand des investisseurs viennent? Je crois qu'il faut s'en réjouir, mais qu'il faut être des lanceurs d'alerte, comme l'ont fait l'ensemble des parlementaires, pour dire « Attention, quelqu'un investit, mais il faut que nous garantissions les conditions pour que l'emploi, au niveau des cadres, soit aussi de l'emploi local. Pourquoi? Parce qu'il faut se préserver et préserver le travailleur d'un certain nombre d'abus qui pourraient se faire. Je vous donne un exemple. Ouais. En clair, sur 11 marques de voitures, il y a une société qui en détient 8. Ouais. Si vous la perdez d'emploi parce que vous êtes un syndicaliste, que vous l'avez pas, nanana, etc., si ça renaître à un autre travail dans le même corps de métier, ça va être difficile. Ça va être difficile. Vous voyez, et donc, un chef d'entreprise est un homme intelligent. Il met son argent, bien sûr, c'est pour aussi en faire, mais je pense qu'il a envie de créer de l'emploi. C'est à nous de créer de l'État, en passant par les services de la préfecture, des élus, des syndicats, des conditions pour que ça crée de la richesse et de la valeur ajoutée sur le territoire réunionnais, que le monsieur gagne de l'argent, tant mieux, mais pour que les Réunionnais d'aujourd'hui et de demain puissent profiter aussi. Avec les formations. Vous donnez l'exemple de l'automobile, mais ça risque de se passer dans la grande distribution aussi. Bien sûr, non, mais ça vaut pour tout. Donc, si vous parlez de la grande distribution, vous avez un investisseur qui est venu et qui remplace Casino. Pourquoi il serait moins bien que Casino? Franchement. J'ai pas de raison de craindre cela, je dis même que c'est une bonne chose. Par contre, si je suis un citoyen impliqué, un élu impliqué, je me dois d'être le lanceur d'alerte en disant attention, rencontrons avec les forces en présence ces investisseurs pour que, avec les grandes collectivités, sur la formation professionnelle, sur les conditions de l'emploi, nous créons les conditions pour que le créole y avance aussi. Mais pas seulement lanceur d'alerte, à un moment donné, il faut légiférer. Il faut légiférer, pour sécuriser. Bien sûr. Alors, il y a, dans ce domaine de la grande distribution, André Tianakoun, quand il était parlementaire, avait fait voter une loi qui empêche effectivement, jusqu'à hauteur, il y a un effet de seuil, pour ne pas concentrer dans les mains d'un même groupe la grande distribution. C'est une bonne chose. Et pareil, veillons à ce que ça ne soit pas les mêmes qui créent les mêmes conditions avec des appellations différentes. Donc c'est tout ça. Donc je fais confiance à cette intelligence collective. Je ne dis pas qu'il faut... Au contraire, je ne tire pas à boulet rouge sur quiconque voudrait investir à La Réunion. Je vais vous donner un autre exemple. Quand au conseil départemental, j'avais fait un tour de table pour l'usine Edena. Et je voulais que ce soit des Réunionnais qui rachètent. Oui, ce sont les Mauriciens. Ce sont les Mauriciens qui ont racheté. Ouais. Nous n'avons pas pu trouver, parce que parfois le créole, on lui rassemble ses forces aussi. Voilà. Et donc, à nous de faire en sorte que nous puissions faire exister
pas seulement des très petites entreprises, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais les conditions pour que des moyennes entreprises et des entreprises réunionnaises puissent avoir les garanties de l'emploi local et aussi de la réussite locale, parce que faire gagner la Réunion, c'est faire gagner le Réunionnais. Bien sûr, vous disiez que le président de la République vous a demandé, et c'est ce qu'il a fait depuis l'année dernière, je crois que lors de la restitution pour le livre bleu après les assises de l'outre-mer, il demande aux élus, demande aux Réunionnais, aux Domiens de prendre en main leur destin. Mais pour cela, il faut qu'il y ait des mesures, enfin des propositions concrètes. Pourquoi vous ne vous mettez pas d'accord, les politiques, que vous soyez de droite, de gauche, du centre, etc., pour à un moment donné présenter un projet commun? On a l'impression que vous n'arrêtez pas de vous tirer dans les pattes. Vous voyez, nous sommes un certain nombre de parlementaires, dont des femmes, mais pas seulement. Depuis quasiment 1 an et demi, 2 ans, nous nous rassemblons, nous faisons des réunions et nous avons construit un projet à partir du cadre de la différenciation des territoires pour le développement économique, environnemental et sociétal, avec même une vision de la gouvernance pour construire la Réunion de demain et d'après-demain. Donc vous voyez, c'est déjà le cas, et je pense que quelques grandes lignes ont déjà été envoyées aux membres du gouvernement ou au président de la République, et il faut continuer à travailler là-dessus. Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup plus à la force de travail des uns et des autres, quelles que soient les tendances politiques ou affichées. C'est un des grands principes. Quand vous voulez représenter le peuple, il faut que vous créez les conditions du travail en commun, de la construction, et non pas les conditions de la division. Et donc oui, nous sommes un certain nombre de parlementaires déjà à travailler dans ce sens. Est-ce qu'en tant que sénatrice, vous avez peut-être des informations, le président de la République qui pourrait faire des annonces, et si oui, sur quoi concrètement? Je n'ai pas d'annonce, c'est lui qui en fera, mais je pense qu'il y a des grands enjeux. Il y a à apporter des réponses sur la continuation de la route du grand chantier de la NRL, qui est un enjeu majeur, parce qu'il faut bien la terminer. Pareil, c'est la Réunion qui gagne. Je vous posais une question d'actualité tout à l'heure, mais c'était d'actualité politique en parlant des municipales, mais c'en est une aussi, bien sûr, cette question de la NRL. Qu'est-ce que vous pensez, vous, là, par rapport à ce qui se passe, les transporteurs qui ont entamé une opération de blocage hier, qui ne savent pas dans quelle direction vont y aller, parce qu'il y a l'arrêt du chantier, il n'y a plus de matériaux, etc. Je sais quand même votre avis là-dessus. Disons qu'il faut aujourd'hui apporter à l'ensemble des interlocuteurs institutionnels, entreprises institutionnelles, donc l'État, l'Europe ont beaucoup apporté financièrement, mais les fonds propres de la région également. Tous ceux qui y participent, les transporteurs, mais comme d'autres petites et moyennes entreprises, et ceux qui travaillent eux-mêmes sur les chantiers, et le citoyen réunionnais, il a besoin et il est en attente de savoir où on va, sur quel échéancier, et peut-être même sur combien. C'est pas trop tard en ce moment, c'est un peu le flou. Et comme il y a un flou, là-dedans on peut tout y mettre. Le chantier de la NL faisait partie de les grands chantiers de la plateforme quand elle s'est mise en place, comme le traitement des déchets en faisait partie. Mais pour ma part, vous n'avez pas oublié que j'étais plutôt moi sur le tram porté par Paul Vergès. Donc, la décision de la NRL est votée, et donc il faut porter ce projet jusqu'au bout. Il faut le porter dans les meilleures conditions pour tout un chacun. Et donc il y a aujourd'hui une demande d'avoir une enquête parlementaire, et en tous les cas un rapport parlementaire, pour savoir quelle direction il faut prendre. Moi, j'y suis favorable. Comme ça, on ne dira pas que ce sont des décisions politiques des uns par rapport à des autres. C'est plutôt des parlementaires neutres, formés, qui viendront, qui seront aidés par des techniciens pour essayer de voir qui des roches massives
qui y sont, qui n'y sont pas, qu'on pourrait importer et ne pas importer, ou quid de nos propres carrières, ou d'un changement de paradigme en allant sur la route digue. Voilà, quelle serait il faut une clarification. Il faut que ce soit une commission neutre. Voilà, c'est ça. Donc moi je suis plutôt, parce que nous ne sommes pas des techniciens. Nous-mêmes, nous nous faisons aider par des techniciens. Donc je suis plutôt pour qu'il y ait une orientation définitive. Ça passe très vite, Madame la Sénatrice. Il nous reste seulement 3-4 minutes pour parler du Sénat. Et moi-même, j'ai écrit lundi dernier dans un édito que vous souffrez peut-être un petit peu de la grisaille parisienne et que vous aviez le mal du pays. Mais je le reconnais, moi je ne suis pas comme certains éditorialistes têtus. Je peux reconnaître parfois... est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Est-ce que ça vous manque aussi peut-être le contact avec la population réunionnaise? Paris, ça fait loin. C'est peut-être pour cela que vous serez candidate à Saint-Denis. D'abord, même quand on est parlementaire, qu'on soit député ou sénateur, vous l'êtes pour votre territoire, donc vous êtes réunionnais. Je vis à La Réunion, même si nous prenons l'avion pour nous rendre à notre travail. 2, c'est un beau mandat, un mandat pas facile, utile et en même temps formateur pour des élus locaux comme moi je l'ai été. Parce que le grand centre de décision reste quand même Paris. Pour découvrir, comment cela fonctionne, comment se met en place un projet de loi, qu'est-ce qu'une commission des lois. Je peux vous assurer qu'on continue à grandir et on se rend compte surtout d'une chose, c'est qu'on a encore beaucoup à apprendre. Donc c'est un beau mandat. 2, je fais, depuis que je suis là, depuis 2 ans, avec ma collègue Viviane Mallet, on a fait découvrir le Sénat à 263 personnes, 263 réunionnais exactement. Nous les invitons à venir visiter, déjeuner, découvrir. Et en même temps, c'est intéressant pour eux, ça l'est aussi pour nous. 3, quand vous avez été élu local et que les créoles, excusez-moi, oui, la Réunion, il manque à eau quand même. Ça, Et puis, je crois que je suis une élue de proximité et que j'aime les gens. Alors, c'est pas du tout la même chose quand vous êtes assis sur les bancs feutrés du Sénat. Et donc... non, mais Après, c'est vrai, ce que l'on ne dit pas, c'est que souvent, on voit le travail en séance publique, mais le gros du travail, c'est dans les commissions, c'est le coulisses. Exactement. Les parlementaires ne se tournent pas les pouces. Il y a vraiment de quoi faire, parce qu'il y a des commissions, il y a des auditions, on apprend, on peut... L'avantage, c'est que vous pouvez interroger n'importe quel service de l'État, vous pouvez aller visiter n'importe quel lieu, une prison, vous êtes habilité, puisque vous faites la loi, à pouvoir entrer, j'ai envie de dire, dans n'importe quel rouage de la République, pour aller découvrir de près comment cela fonctionne, à quoi cela ça sert, combien ça coûte, et tout cela c'est du travail intéressant, mais ce qui est encore plus intéressant dans une vie humaine, c'est la rencontre humaine, et donc créole, il aime créole. Ma dernière question, s'il y avait à choisir entre sénatrice, maire de Saint-Denis, et pourquoi pas peut-être de nouveau présidente du département ou de la région, lequel choisiriez-vous? Je suis sénatrice et je vous ai dit que j'étais éventuellement candidate, donc bien évidemment si je suis maire de Saint-Denis, je démissionnerai de mon mandat de parlementaire. Le mandat local, c'est celui qui me sied le mieux, c'est celui où je me sens le plus utile, parce que concrètement, je peux apporter une réponse à une personne qui m'a demandé quelque chose. Et je fonctionne plutôt comme ça. Les lois de la République sont utiles, fort intéressantes, mais nous avons l'impression de ne pas agir directement, même si j'ai fait une proposition de loi sur l'aide sociale à l'enfance, mon expérience de présidente sur les enfants de l'ASE. Il y en a 2500 placés tous les ans à La Réunion et il y en a quelques millions en métropole avec des vraies béances et de la souffrance humaine. Donc une proposition de loi que j'ai faite sur la protection de l'enfance avec un collègue socialiste. Et puis pareil sur les aidants familiaux. Donc voilà. Mais je me sens bien plus utile dans un mandat local.
que dans un mandat national. Ça, oui, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de votre travail au Sénat parce qu'on s'est focalisé sur Saint-Denis, sur la politique locale, mais on aura l'occasion une prochaine fois d'en reparler. Il n'y a pas de souci puisque bon, nous avons fait les 30 minutes et merci beaucoup Nassima Dindar d'avoir été notre invitée, d'avoir répondu à nos questions. Nassima Dindar est une femme engagée et je le reste. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous retrouve jeudi prochain. Merci.